Merci infiniment. Je vais vous inviter à rester sur scène et je vais appeler le maire de Nanterre, président de l'EPADESA, Patrick Jarry. Monsieur Jean-Claude Gaillot, vous dirigez l'EPADESA. Monsieur Césari, vous êtes conseiller métropolitain, vice-président de la métropole peut-être même, et maire adjoint de Courbevoie, une des 3 communes qui accueillent le quartier d'affaires. Je vous en prie, asseyez-vous. Après cet excellent portrait du quartier d'affaires, je vais vous demander peut-être, monsieur Gaillot, vous qui êtes aux manettes, de réagir à la présentation qu'a fait monsieur Devedjian. Quel est le sens finalement de cette fusion? Ce n'est qu'une étape, c'est une étape sans doute très fondamentale, mais dans une histoire longue déjà, y compris une histoire de la gouvernance avec des changements de périmètre, etc., très longue. Comment vous voyez les choses là aujourd'hui? Quel est votre cahier des charges? Et qu'est-ce que change finalement cette décentralisation de la défense? Oui, ça va être un petit peu difficile de passer après le président. Hein? Non, simplement, bon, je crois que l'introduction du président a dit beaucoup de choses. Je dirais simplement d'abord que on voit quand même qu'il y a un résultat, 60 ans de travail qui a été fait, je dirais, par l'État, par la nation. Il est vrai que, historiquement, étant de la partie ingénieur des ponts, l'ensemble du système qui a été construit dans les années 60-70 était un système d'aménagement et on privilégiait plutôt l'équipement que le service. Je pense que là, il y a vraiment un changement depuis les années 2000 où on va privilégier le service par rapport à l'équipement. C'est un changement qui est fondamental et qu'on voit un petit peu partout. Ça s'accompagne d'ailleurs, à juste raison, de la décentralisation. Les 2 mouvements sont totalement parallèles, en tout cas en France. Et par conséquent, on est aujourd'hui dans un système qui doit évoluer vers beaucoup plus de services. C'est un petit peu le sens de cette réforme. Je pense que ça, c'est vraiment le sens profond de cette réforme. C'est d'avoir un portail unique, avoir une seule adresse, et 2, pouvoir rendre tous les services attendus par l'ensemble des acteurs qui vivent, qui travaillent et qui sont à la défense. Donc il faut bien reconnaître que même s'il y a eu de la richesse qui s'est implantée au bout des 60 ans et qui se traduit par de la fiscalité qui est non négligeable, on est aujourd'hui un petit peu à la limite du système où on a d'un côté un acteur qui s'appelle l'EPADESA qui fait de l'aménagement, mais qui est un peu dans l'incapacité, d'après son ADN en tout cas, d'assurer le fonctionnement de ces équipements ou de ces renouvellements. Et de l'autre côté, on a de facto qui assure la gestion avec une sorte de hiatus sur les problèmes d'espace public et de renouvellement d'ouvrages publics qui commencent à vieillir. Donc ça a été dit très clairement. Et donc je pense que le plus que va apporter cette réforme, c'est bien évidemment la remise à niveau de l'ensemble du système des équipements publics et des espaces publics. Donc on y travaille d'ores et déjà sans attendre la fusion avec De Facto et Marie-Célie, ma collègue de De Facto, pour que cette réforme se mette rapidement en place et qu'on puisse effectivement le plus rapidement possible requalifier l'ensemble du dispositif de la défense. Bon, les chiffres, on peut en donner quelques-uns, je crois qu'on est à peu près d'accord. Il faut compter à peu près, pour remettre à niveau l'ensemble du dispositif, à peu près 500 millions sur 10 ans. L'ordonnance, quand vous regardez l'ordonnance, il y a un plan à minima à 360, mais moi je pense qu'on partage, hein, on est d'accord, on est plutôt à 500 millions. Bon, aujourd'hui on investit de l'ordre de 15 millions d'euros, tant du côté De Facto que du côté EPADESA, quand on cumule un petit peu, bah, il y a un gap de 35 millions. Donc il va falloir les trouver. Par an. Oui, par an. Donc il va bien falloir les trouver quelque part. Donc on regarde la fiscalité est loin d'être négligeable, hein. On tourne autour d'une centaine de millions d'euros en matière de fiscalité locale. Et puis en CVAE, on est quand même à 340, on estime qu'on est à 340, plus les droits de mutation. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis on peut avoir l'espoir de développer de nouveaux commerces, de nouveaux événements, de faire de réhabiliter un certain nombre de volumes qui ne le sont pas aujourd'hui, dans les tunnels, les entreponts, etc., dans tout ce qui est souterrain, et développer peut-être du commerce et de retrouver effectivement des recettes. Ce n'est pas forcément de la fiscalité,
Mais donc ça c'est le plus d'avoir un système qui est à nouveau réuni. L'idée, c'est qu'il n'y a plus de droit à construire, ou moins, parce qu'il y en a encore, cela dit, des droits à construire. On construit toujours oui, il y a deux choses. Ici. Il y a les droits à construire qui sont en fait qui vont nourrir un petit peu l'investissement. Et là, on peut passer quelques slides. Enfin, je ne sais pas si c'est faisable ou pas. On avait préparé 2 ou 3 slides pour montrer un petit peu. Je pense que c'est possible. Alors, je ne sais pas comment on procède. C'est bon? Ah, d'accord. Et alors? Allez-y, il y a 2-3 slides qui montrent un petit peu ce qu'on va faire dans les années qui viennent et qui vont éclairer le débat. Un petit peu plus loin, je sais, oui. Un petit peu plus loin, ça on va les passer. Voilà, déjà ça c'est l'investissement qui va avoir lieu. Donc ça c'est, on voit bien qu'il y a une montée en puissance, hein, comme ça a été dit en introduction, il y a une montée en puissance dans les années qui viennent. On a en deçà les investisseurs et la nationalité des investisseurs. Ensuite, next s'il vous plaît. Ça c'est très intéressant. Ça montre la livraison et le taux de vacances. On voit qu'il y a 2 phénomènes, et on va y revenir très rapidement. Il y a un phénomène effectivement de renouveau et il y a un phénomène de nouveau tout court. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux bâtiments qui sont neufs, comme Trinity demain, etc., Alto, et puis on a des renouvellements de bâtiments. Next one. Voilà, ça c'est peut-être la slide la plus intéressante, qui montre un petit peu l'aspect renouveau et l'aspect nouvelle construction, nouveaux bâtiments. Et on voit quasiment qu'on va avoir 3 bonnes années qui viennent devant nous, parce qu'elles sont déjà dans le viseur, elles sont déjà quasiment dans le radar. Ensuite, on est en étude sur un certain nombre de choses au-delà de 2021-2022, mais jusqu'en 2022, on est quasiment, on sait à peu près ce qu'on va faire. Donc tout ça, ça va rapporter de la fiscalité au niveau de l'investissement lorsqu'on construit, et également de la fiscalité en temps normal, c'est-à-dire à longueur d'année avec une fiscalité locale. Donc voilà, ça c'est important de comprendre qu'on est dans un système où la défense est loin d'être terminée. Elle est loin d'être terminée. Comme on l'a dit, il y a une remise à niveau de tout ce qui est ouvrage public et de tout ce qui est espace public. Et ça va être l'objet de l'engagement du nouvel établissement. Et puis, on a à fortifier, à conforter tout ce qui a été fait jusqu'à présent, pas si mal que ça d'ailleurs, sur le plan de renouveau, c'est-à-dire renouveler les bâtiments existants. Donc ça, c'est la transition énergétique, la transition numérique. Et puis également, de conforter également de nouveaux développements, comme il a été dit, sur le quartier historique de la Défense. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas. Sur le quartier historique de la Défense, on a 7 ou 8 grands projets en cours. Et également du côté de la ville de Nanterre, on a bien sûr toute la partie Sénarche jusqu'à la U-Arena, mais aussi, comme il a été dit, toute la partie, je dirais, Nanterre-Gare et Nanterre-Université et la ZAC d'Égout. Tout à fait. Monsieur Jarry, donc vous présidez les Palaiza, vous êtes maire de Nanterre. Oui. Ce que vient de dire M. Gaillot, ça veut dire que les collectivités vont payer davantage. M. Gaillot parle de fiscalité. La fiscalité, elle va aux collectivités. Demain, elle va revenir plus qu'aujourd'hui à la Défense. C'est ça l'idée, le modèle ? Ça n'engage que M. Gaillot. Hein. Non, mais d'abord, sur la fiscalité, aujourd'hui, il faut quand même prendre en compte la réalité des évolutions de cette fiscalité, puisque, par exemple, on parle de la CVAE. La CVAE, aujourd'hui, elle va à la métropole du Grand Paris. Hein, donc, évidemment, on n'est plus dans la situation d'il y a une dizaine d'années où les collectivités territoriales, notamment les communes, percevaient l'ensemble de la taxe professionnelle. Mais on n'est plus donc dans cette situation-là. Je pense que évidemment, ce n'est pas par la fiscalité actuelle, si on regarde l'ensemble des collectivités territoriales qui sont autour des communes. Je ne veux pas parler au nom des 11 maires qui sont dans cette collectivité du pôle autour de la Défense, mais quand même un peu, je pense qu'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'est dans l'idée que c'est sur la part de la fiscalité de leur commune qu'on va pouvoir rénover la Défense. Si, moi, j'avais dit que
je n'ai pas été suivi, mais j'avais dit qu'une part de la manière de rénover ce site de la Défense pouvait venir d'une fiscalité additionnelle sur la Défense, puisque évidemment aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on compare les 12 territoires qui composent la métropole du Grand Paris, le taux de CFE est parmi les plus bas et, sur l'ensemble de cet endroit-là, et donc sans risquer d'aggraver la concurrence avec l'ensemble des 11 autres territoires, il est possible d'ajuster. Voilà. Moi, je pensais également que, puisqu'on parle de ça, je pensais également que les propriétaires de l'immobilier pouvaient être mis à contribution. Ils ont bénéficié d'une situation tout à fait exceptionnelle, notamment en matière de fiscalité pendant les années. Donc, il y en a certains ici. Et puis qu'une partie puisse se faire évidemment à partir de l'aménagement qui va se dérouler. Je fais confiance à Patrick Devedjian qui va prendre la tête de ce nouvel ensemble, mais évidemment dégager 500 millions d'euros, c'est quand même pas une petite affaire, et sans doute il y aura des moments angoissant pour celui qui dirigera la maison. Évidemment, tout le monde veut que ça se rénove, mais évidemment le coût en est relativement important. Monsieur Césari, à Courbevoie, on voit ça comment, l'équation financière, budgétaire, fiscale? Je pense qu'on la voit comme tous les acteurs du secteur, c'est-à-dire avec un peu d'inquiétude, un peu de crainte. On n'est pas dans la certitude d'avoir des rentrées qui équilibrent les dépenses, et notamment la dépense obligatoire. Vous avez bien vu, le président Devedjian l'a dit très clairement tout à l'heure, conforté d'ailleurs par les propos de M. Gaillot. Il y a un très gros investissement à faire, il y a des très gros problèmes liés aux infrastructures. C'est pas quelque chose que l'on peut passer par passe des profits, si j'ose dire, en mettant de côté, parce que, évidemment, les infrastructures, c'est fondamental. Donc, on est confronté à ce problème d'une zone d'activité qui a besoin de se rénover, d'investir sur elle-même, même si aujourd'hui, elle donne de très bons signes sur le plan économique et financier. Il faut que cet investissement lourd soit fait. Il soit fait non seulement pour les infrastructures, mais également pour l'aménagement, pour garder cette attractivité qui est indispensable à tout quartier d'affaires ou à toute zone économique de toute manière. Donc les communes, aux côtés du département, sont évidemment tout à fait d'accord pour investir. Elles le font déjà au travers de facto. On a un investissement global entre le département à 50-50 avec les communes qui est de l'ordre de 20 millions d'euros par an. Il va falloir aller plus loin. De ce point de vue, évidemment, vous voyez comme quoi, malgré les situations électorales du moment, certaines différences persistent. On n'est pas tous dans le même bateau. Je n'ai pas tout à fait la même vision que mon collègue Jarry. La fiscalité additionnelle me paraît un élément de frein supplémentaire par rapport aux acteurs économiques. Moi, je préférerais qu'on se repose la question de nos rapports sur ce plan-là avec l'État. L'État est celui qui va encaisser le plus d'argent, les droits de mutation, la fiscalité sur les entreprises, etc. C'est l'État qui reçoit le plus. Alors évidemment, on peut dire les collectivités, pendant des années, ont encaissé, mais elles ont développé des équipements publics à côté. Ça n'a pas servi évidemment qu'à la défense, mais aussi aux habitants. Et je rappelle que sur le simple secteur Courbevoie, plutôt, il y a 20 000 habitants. Et donc les services publics, ça coûte cher, les écoles, tout ce qu'il y a à côté, ça coûte cher. Voilà, moi je pense que l'État, qui est un perceveur de taxes, devrait se reposer la question de ce qui est sa responsabilité, notamment sur les questions de sécurité des infrastructures de la défense. Monsieur Devedjian. Non, je vais dire un mot. Alors, sur cette question de la contribution des collectivités locales au nécessaire financement important qui doit avoir lieu à la défense, comme l'a rappelé Éric Césari, la ville de Puteaux et la ville de Courbevoie contribuent déjà, dans une mesure raisonnable, je crois, et le département aussi. Le département, on ne va pas se cacher derrière son doigt, le département a la chance de percevoir les droits de mutation, c'est-à-dire une ressource fiscale qui n'est pas négligeable. Et donc, l'engagement que j'ai pris
avec le précédent gouvernement, c'est que le département assurerait l'essentiel, pas la totalité, mais l'essentiel des investissements nécessaires sur 10 ans. Et donc, comme Jean-Claude Gaillot l'a rappelé tout à l'heure, il faut à peu près investir 50 millions chaque année, à peu près. On en fait, donc il en manque 35. Le département est d'accord pour en mettre l'essentiel, pour en financer l'essentiel sans fiscalité supplémentaire. La seule chose que nous demandons à l'État, c'est de nous foutre la paix. C'est-à-dire de cesser de nous rabioter nos recettes, parce que nous sommes d'accord pour engager nos ressources dans des investissements que l'État aurait dû réaliser depuis 50 ou 60 ans. Et puis quand je dis l'État, c'est la gauche et la droite, pareil. Hein, depuis 50 ou 60 ans. Dans le livre de Laurence Cos, par exemple, il est rappelé que l'État, en 1990, a pompé 1 milliard de francs, c'était des francs, dans la caisse de l'EPADESA. Et 2 ans après, 200 millions. Bon, donc, voilà ce que faisait l'État. Et donc, évidemment, tout ce qui ne se voyait pas, qui était sous la dalle, était laissé en déshérence. Sans parler des investissements absurdes qui ont été faits, comme la gare fantôme, qui a quand même coûté très cher, les équipements autoroutiers qu'on a dû détruire, etc. etc. Bon, alors, et le boulevard circulaire de la Défense, qui aujourd'hui est en panne d'électricité depuis 4 ans. L'État n'a pas encore trouvé la solution pour réparer. Bon, j'ai obtenu de la part de l'État, à la fin de l'année 2016, le transfert du boulevard circulaire qui était sous la responsabilité de l'État. Il y a des nids de poules, hein, et puis vous avez qu'à regarder les abords commencer, c'est une décharge. Bon, c'est le premier quartier d'affaires européen, c'est la voie d'accès à la Défense, et franchement, on n'est pas très fiers quand on y passe. Bon. J'ai obtenu le transfert de cet équipement par l'État. C'est pas une très bonne affaire financière, hein, mais parce que ça rapporte rien. Mais on va faire l'investissement parce que l'attractivité, on va dépenser l'argent qu'il faut dépenser parce que l'attractivité du lieu, évidemment, et on va se dépêcher d'éclairer le boulevard circulaire parce que bon. Et 4 ans, ils n'ont pas trouvé la panne. Hein. Bon, ils n'ont pas dû y mettre beaucoup de bonne volonté non plus. Hein. Donc, on va le faire. Et on va payer. Seulement, j'ai dit aussi à l'époque au Premier ministre, moi, je suis d'accord pour que le département paye l'essentiel, mais bêtement, j'ai appris que celui qui paye commande. Donc, nous, les collectivités locales, on va payer, le département en premier, mais on va commander. Et donc, nous allons, nous, définir la stratégie, nous allons faire les investissements nécessaires, mais vous n'allez pas nous pomper tous les jours un peu plus nos recettes, parce que nos recettes, on va les affecter à ça. Ça se traduit notamment par le fait que l'État n'ait pas de droit de veto ou que l'État ne nomme pas le directeur général de l'établissement. Non, l'État ne nomme pas le directeur général de l'établissement. Aujourd'hui, Madame Guillaume, on en est très content, elle a fait un travail formidable. Elle fait, oui, parce que la vie que nous avons sur la dalle, le changement que tout le monde reconnaît dans la vie quotidienne, les sondages qui ont été faits et qui montrent la satisfaction des usagers, ça c'est le travail de De Facto, c'est le travail de la direction générale, je lui rends hommage, je suis content, et ça prouve que les collectivités locales, encore un peu, et ça prouve que les collectivités locales peuvent faire des choses que l'État ne fait pas. Très bien, Monsieur Césari. Oui, je voulais juste rajouter dans la même ligne que De Facto a réussi aussi son pari sur l'animation, sur le développement de services nouveaux, sur la réorganisation d'une forme de démarche commerciale qui vient animer la dalle. Et il y a aussi la partie culture qui est en train d'émerger petit à petit, qui devient un élément qui vient renforcer le lieu de destination de tourisme d'affaires dont parlait tout à l'heure le président de Véjan. Donc il y a tous ces éléments aussi qui viennent apporter de la contribution financière, qui viennent créer des ressources
plus ou moins nouvelles, mais il faut qu'on les renforce et c'est l'état d'esprit que l'on a et que l'on va partager dans le nouvel établissement. J'ajoute qu'évidemment, même si ce n'est pas un élément fondamental en termes de masse, c'est un élément fondamental en termes d'attractivité. La Défense, pour être attractive, doit être un lieu de vie, pas seulement un lieu où on construit des tours. Alors la skyline, les tours, c'est indispensable parce que ça nous différencie des autres et ça nous permet de rester un quartier d'affaires très emblématique au plan mondial, mais il faut que ça devienne un lieu de vie encore plus et c'est une idée que l'on partage parmi les élus. Oui, et vous me disiez, il faut aussi augmenter la qualité de service offert aux entreprises sur des sujets concrets, basiques, le téléphone, le câblage, etc. Voilà, tout à l'heure on parlera probablement dans le nouveau visage de la Défense de tous ces éléments, mais vous avez, enfin moi il y a 2 éléments fondamentaux qui me paraissent évidents, 3 peut-être, parmi tant d'autres. La première chose, c'est que lorsque vous arrivez à la Défense, avoir un trou noir au moment où vous êtes au téléphone, c'est insupportable. Premier quartier d'affaires d'Europe, vous ne pouvez pas avoir des moments, des micro-coupures. Il y a un problème là qui est, vous voyez, c'est ce genre de truc assez basique, qui n'est pas si facile que ça à régler sur le plan technique, mais auquel il faut s'attaquer. Le deuxième élément, le président de en parlait tout à l'heure, c'est les sous-sols. Quand vous arrivez et que vous êtes un investisseur international, qu'on vous fait accéder à une tour par un endroit où il y a des poubelles, évidemment, ça vous fait un choc qui n'est pas culturel pour le coup, mais qui est un choc visuel. Et puis, voilà, il y a des petits éléments comme ça. Enfin, voilà, tout ça doit permettre de développer une autre image de la Défense, et c'est ce à quoi on veut s'attaquer. J'ai cru comprendre, Monsieur Gaillot, qu'un des sujets qui fait l'objet d'ailleurs d'ordonnances distinctes, c'est le périmètre. Alors, est-ce que vous pouvez nous poser un petit peu le problème? Le périmètre a évolué depuis le début, et là, quel sera le périmètre du nouvel établissement? En fait, en ce qui concerne, je voudrais revenir un petit peu sur le point précédent, en disant qu'effectivement, il va y avoir un investissement supérieur des collectivités territoriales. Je pense que c'est très important. La décentralisation est... On vous entend mal. Oui, on n'entend pas du tout. Oui. De dire que c'est très important que les collectivités vont prendre le relais de l'État. Alors, l'État, je pense que... Bon, on a dit des choses qui n'étaient pas très sympathiques sur l'État, donc moi je vais le défendre un petit peu. D'abord, on voit quand même qu'il y a des choses autour de nous et c'est quand même le fruit d'un travail collectif, je dirais de la nation et de l'État, pour être plus économique. Mais demain, je pense que l'État devra rester sur des choses un petit peu fortes, notamment avec la région sur le contrat de plan, le contrat de projet, pour ce qui est en matière de transport. Bon, quand vous prenez EOL, c'est quand même 2 milliards. Quand vous prenez la ligne 15, c'est également de l'ordre de plusieurs milliards. Et il va y avoir demain pour la Défense, et ça c'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, on a 2 gares de grande capacité, avec le RER A, et à l'horizon 2025, on en aura 6. EOL, c'est aussi la région. C'est aussi la région et un peu l'État. Un peu l'État. L'État veut commander tout, alors évidemment il paye. Non. Il y a le moins. Un petit peu le département, mais c'est surtout la région et un peu l'État. Voilà. Et donc c'est quand même, voilà, je pense que c'est le rôle de l'État, c'est d'aller plutôt vers des très gros investissements. Et un autre rôle de l'État, c'est la sécurité. Donc voilà, je pense que là, l'État doit aller sur des choses un petit peu fortes et structurées. Et puis effectivement laisser aux collectivités territoriales qui ont la proximité, qui ont le sens de la proximité et le souhait et la volonté de développer leur territoire et de les faire prospérer. Donc ça, je pense que, alors que l'État est un peu loin. Et donc c'est un petit peu ça qu'il faut. Voilà. Sur le périmètre, Monsieur Gaillot, je sais que c'est un peu complexe, mais c'est intéressant. C'est particulièrement compliqué, effectivement. Alors aujourd'hui, vous avez 2 périmètres. D'abord, il y a les périmètres d'opération d'intérêt national. Donc il y en a un qui concerne le quartier historique de la Défense et l'autre qui concerne le côté nantérien de la Défense. Aujourd'hui, ces 2 périmètres d'OIN existent et perdurent. L'ordonnance a fait en sorte que désormais il y aura 3 périmètres d'intervention. Alors, pour faire simple, ça... Il me casse mon intervention tout de suite. Donc, la première, c'est effectivement le périmètre
d'aménagement. Ensuite, le périmètre de gestion et un troisième périmètre qui n'existe pas aujourd'hui, exclusif de gestion et d'aménagement. Donc voilà, le périmètre d'aménagement et les deux premiers périmètres d'aménagement et de gestion sont pas définis exactement dans l'ordonnance, mais elles ont une enveloppe. Et s'il y a une enveloppe, c'est-à-dire que les périmètres définitifs devront être à l'intérieur de cette enveloppe. Et aujourd'hui, ces enveloppes se calent avec les périmètres d'opération d'intérêt national. Donc je répète, c'est un peu compliqué. Vous avez le périmètre d'aménagement qui est un périmètre d'intervention d'un établissement public de l'État. Ça veut dire que cet établissement public demain qui sera local, peut intervenir sur ce périmètre. Il ne peut pas intervenir à l'extérieur de ce périmètre, mais il n'est pas en position de monopole. C'est-à-dire qu'un autre aménageur peut venir et les collectivités, et peut aménager dès lors qu'il possède le foncier et qu'il est en certaine concertation et consensus avec les collectivités territoriales qui sont du territoire. Et puis vous avez le périmètre de gestion qui est lui sur le quartier historique et à l'intérieur du quartier historique et qui reprend grosso modo ce que fait aujourd'hui de facto en termes de compétences. Mais la deuxième phase qui va se dérouler d'ici à juillet 2018, c'est la définition définitive de ces périmètres, donc avec deux décrets, il y aura un décret avec 3 périmètres ou trois décrets sur chacun de ces périmètres qui vont définir respectivement l'aménagement, la gestion et aménagement exclusif. Alors on va prendre Est-ce que quelqu'un a compris dans quel périmètre il se situe? C'est parfaitement clair pour tout le monde. Voilà. C'est pas la faute de Jean-Claude Gaillot. Alors on va prendre un exemple. Pour essayer de bien comprendre, on va prendre l'exemple de Nanterre. Alors les groupes par exemple, c'est dans quel de ces périmètres? Il ne faut pas condamner l'avocat avec le client. Non mais en réalité, les choses sont assez simples. Il y a un endroit... Non mais si on veut essayer de comprendre, c'est assez simple. Il y a un endroit où l'ensemble des équipements publics ne sont pas propriété des communes ou des collectivités territoriales, mais étaient jusqu'à maintenant propriété de l'EPADESA, on va dire de l'État. C'est tout ce qui est à l'intérieur du boulevard circulaire. À l'extérieur de ce boulevard circulaire, on est dans la règle du droit commun en France, c'est-à-dire que quand un équipement est réalisé, quel que soit l'aménageur qui le réalise, il est transféré à la commune et c'est la commune qui le gère et qui en assume l'avenir. D'ailleurs, si ce phénomène-là avait été fait dès le départ par l'État, parce que l'État aurait très bien pu, en créant la Défense, dire au fur et à mesure que les équipements sont réalisés, je les transfère aux communes de Puteaux, Courbevoie et Nanterre pour les 3 hectares de Nanterre sur la dalle de la Défense. Il aurait pu dire à l'inverse, j'amortis dans les comptes de l'EPADESA l'amortissement de ces équipements publics comme toute collectivité ou comme toute société ou entreprise le fait, où il aurait pu évidemment détourner une partie de la fiscalité locale pour l'attribuer dessus. Voilà. L'État, il avait 3 possibilités, il n'en a pris aucune. Donc c'est ça qui crée la difficulté aujourd'hui. Alors d'abord, c'est donc normal qu'il y ait des périmètres qui sont différents, puisqu'il y a un endroit où il n'y a pas de propriété. C'est l'État qui est propriétaire de ces équipements publics. Je donne un exemple. Excuse-moi, Patrick, juste une précision. Non, mais une précision, parce qu'il faut comprendre aussi, la dalle saison où nous nous trouvons, qui est à l'extérieur du circulaire, elle fait partie du premier périmètre. C'est important parce que c'est la ville de Courbevoie, elle n'est pas propriétaire. Voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui habitent et qui résident qui pourraient s'imaginer qu'on a laissé filer les choses. Voilà. Il y a quelques... Saison, alto, etc., c'est pas nous. Et il y a toujours des exceptions dans la règle. Voilà. Alors après, la deuxième chose qui est évidemment importante dans cet endroit autour de la dalle, on va dire la dalle, et puis peut-être quelque chose, c'est évidemment la particularité de cet urbanisme, puisque c'est un urbanisme de dalle, qui est évidemment extrêmement différent d'un urbanisme de rue, d'implantation de tours dans les rues. Tout ça crée des dépendances, des complexités qui sont à gérer. Troisième chose, c'est un urbanisme particulier puisque c'est une concentration de tours de grande hauteur qui n'a pas d'équivalent en Europe. Donc forcément, c'est quelque chose de tout à fait particulier
dans la métropole, évidemment, mais y compris en France, qui donc nécessite une approche tout à fait particulière. Et puis, quatrième chose, c'est un quartier d'affaires, avec sa spécificité, sa force, etc., qui demande forcément, y compris évidemment une liaison au plan international, un rayonnement, une animation qui n'a rien à voir avec une ville normale qu'on peut trouver par ailleurs. Donc il y a ces spécificités-là qu'il faut prendre en compte. Bon. Après, il y a ce qui se trouve autour de la Défense. Alors, autour de la Défense, évidemment, d'abord, pendant très longtemps, ça n'a pas été très clair, parce que qui était autour de la Défense? Est-ce que c'était les 3 communes dont un bout direct du territoire est sur la Défense? Mais Neuilly n'en a pas. Ah bon, mais il n'est pas concerné par la Défense. Mais Neuilly borde dedans. Donc on voit bien que bon, le législateur a tranché, enfin plutôt le gouvernement a tranché, bien ou en mal, mais en tout cas c'est comme ça. Il a défini un périmètre. Il y a 11 communes qui sont autour donc du pôle. Certains ont une frontière avec la Défense, Neuilly, Nanterre, plutôt Courbevoie, Suresnes. Voilà. Les autres, non, Suresnes n'a pas. Non, Suresnes n'a pas de frontière, je le répète, mais non, on n'en a pas. Bon, il y en a 4. Mais après, toutes ces communes, y compris Rueil et Suresnes, sont évidemment dans la zone d'influence de la Défense, c'est-à-dire sont extraordinairement, forcément très marquées par la présence de ce quartier d'affaires. Et ce que j'allais dire, Patrick Ollier, par exemple, ne sait bien qu'il n'a pas pu développer Rueil 2000 parce qu'il y avait l'attractivité, la proximité de la Défense. Nanterre sait bien qu'elle n'a pas développé, par exemple, lorsque les grandes usines de Citroën ont fermé, qu'elle a développé ce qu'on a appelé les Champireux, elle n'a pas pu rebondir comme elle a pu le faire après, puisque Nanterre était une ville industrielle. Il y avait à Nanterre, jusqu'au milieu des années 90, Nanterre était entièrement une ville industrielle, dont d'ailleurs la totalité des emplois a quasiment fermé en moins de 5 ans. Nanterre a pu rebondir parce qu'elle était dans la proximité de la Défense. Ce que, par exemple, nos amis de Sevran, qui étaient dans la même situation que Nanterre au plan de l'activité industrielle, eux, ils ont coulé parce qu'ils n'avaient pas de capacité à agir. Donc, mais ces territoires sont différents. Et donc, c'est logique que les choses soient différentes. Alors, ce qui est d'ailleurs un des enjeux, à mon avis, très important pour l'avenir de la Défense, puisqu'on regarde d'une manière, il faut la regarder à la fois d'une manière au cœur de la Défense, comme ça a été fait jusqu'à maintenant, et puis il faut la regarder un petit peu à côté, depuis un peu l'extérieur, comme on la voit. Et donc moi je pense que un des enjeux de l'avenir de la Défense, c'est la capacité, la qualité dans laquelle on va contribuer à développer, à faire vivre un écosystème entre les 11 communes et puis la Défense, et écosystème autour des questions économiques, parce qu'on sait bien que, tout à l'heure, Patrick Levichon disait, il ne suffit pas de mettre des tours les unes à côté des autres avec des grands comptes dedans pour que ça vive. On sait même qu'il y a une beaucoup plus grande diversité que ça de types d'emploi, de nature d'activité, de nature de service, qu'il faut pouvoir animer, mais aussi lié à la question du logement, puisque ce qui peut menacer demain aussi le quartier d'affaires de la Défense, c'est la lassitude des gens qui y travaillent de devoir venir de très loin pour pouvoir y venir travailler et se loger. Et peut-être y compris demain, ce qui peut menacer la Défense, c'est que la hausse de l'immobilier dans le logement alentour font que même les cadres supérieurs qui sont à la Défense et demain la difficulté pour accéder à la propriété et pour avoir un lieu dans lequel ils puissent y vivre. Et puis la question des services collectifs, municipaux, publics et privés qui se développent autour. C'est cet écosystème-là qui, à mon avis, est une question majeure de l'avenir de la Défense. Ça lui apportera aussi de l'enrichissement, du métissage, et c'est, je crois, l'avenir de tous ces lieux. Et puis la deuxième, c'est sa liaison avec la métropole du Grand Paris. Donc sans doute, les choses vont bouger, mais c'est aussi sa liaison avec la métropole du Grand Paris. La Défense n'a pas de sens sans son rapport à l'ensemble de la métropole. Donc c'est tout ça qui. Donc c'est pas. Il n'y a pas qu'une question de complexité des périmètres parce qu'il y a un administratif au ministère qui ne sait pas bien faire les choses. Il y a cette réalité-là. Après, et je termine pour la ville de Nanterre, nous, on est tout à fait dans un rapport confiant avec la Défense, d'échange, de présence, etc. Maintenant, il n'y a pas la ville de Nanterre, ses habitants veulent, comme dans toutes les autres communes,
que pouvoir participer à son aménagement et pouvoir en définir les contours. Est-ce que c'est différent ? On parle beaucoup du quartier des Grous, avec beaucoup de fantasmes, etc. autour de ça, mais est-ce différent que les Bergères à Puteaux, que Charras à Courbevoie, ou que le secteur entre la Porte-Maillot et Neuilly-à-Nanterre ? Dans ces trois villes, c'est la ville de Puteaux qui aménage les Bergères, c'est la ville de Courbevoie qui aménage Charras, c'est le maire de Neuilly qui va aménager les contre-allées de la RN13, d'ailleurs que l'État vient de lui rendre, et avec la Porte-Maillot à Paris. Et donc Nanterre veut évidemment aménager son territoire, évidemment dans une complémentarité, dans une parfois confrontation, parce que le métissage, le faire ensemble, c'est pas simplement tous alignés derrière une même chose. Il y a beaucoup de diversité dans la ville. Donc c'est pour ça que, évidemment, sur cette question de l'aménagement, la ville de Nanterre souhaite encore que les choses évoluent et n'acceptera pas une situation où elle n'ait pas une maîtrise suffisante sur son aménagement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit très clairement ici à la Défense, lorsqu'on a posé la première pierre de Saint-Gobain, je crois que jamais on a été dans une situation de convergence sur une vision assez partagée entre l'ensemble des communes, le président du Conseil général, sur cette vision ensemble de la Défense. Parfois de Nanterre, on a pu la défier. Parfois de la Défense, on a pu la voir uniquement un peu toute seule sans voir le besoin autour. Je crois les planètes sont relativement alignées. Donc, ne réallumons pas de guerre inutile et prenons en compte chacun, respectons chacun, et je pense que les choses, on gagnera les uns et les autres du temps. Vous parliez de la place de la Défense dans la métropole. Je me disais en vous écoutant, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction en fait à l'heure où la loi NOTRe disons, réduit les compétences en matière de développement économique des départements, à l'heure où la loi NOTRe et MAPTAM fait passer l'aménagement des communes aux EPT, vous nous dites qu'en fait c'est le département qui va le récupérer pour une part et les communes pour une autre. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Et qui est-ce qui paye ? Qui est-ce qui paye ? Vous voulez que la métropole qui passe son temps à faire des pots de miel s'occupe de l'aménagement de la Défense ? Ils n'ont pas un rond. Hein, et c'est le 5e étage du millefeuille administratif. Non, mais je me posais la question, vous y répondez, monsieur Césari, vous êtes d'accord avec les pots de miel Bien de sûr. moins en moins, parce que je crois que les recettes Non, mais là, diminuent. je reconnais le côté incisif du président de Védian qui sait appuyer là où ça fait mal. Non, mais la métropole du Grand Paris, c'est pas un scoop. Moi, je l'ai dit pendant tout le débat qui a consisté, aux côtés d'ailleurs de Patrick Devedjian, on était ensemble dans la mission de préfiguration. On a passé notre temps à dire que ce qui a été organisé, préparé et mis ensuite en route pour constituer cette métropole du Grand Paris n'était pas la bonne solution. Et que donc, on a, si j'ose dire, un enfant mal né. Voilà, il n'a pas les compétences, il n'a pas le territoire et il n'a pas les ressources dignes d'une métropole. Alors on voulait la faire ou on ne voulait pas la faire. Mais en tout cas, ce qu'on a dit, nous, c'est que celle qui a été faite, elle n'a pas été bien faite. À partir de là, la loi, c'est la loi. Dura lex, sed lex, elle est là, il faut l'appliquer. Donc la métropole prendra son rôle, mais c'est vrai qu'elle a un budget aujourd'hui qui est tout à fait ridicule. Et il faudra que le législateur, le gouvernement, quel qu'il soit, c'est pas une question de droite ou de gauche là, se saisisse de ce point-là. À partir de cette remarque, je crois qu'aujourd'hui les choses sont très claires. La seule entité qui est capable de supporter la démarche financière liée à ce grand équipement qu'est le quartier d'affaires de la Défense, c'est le département. L'État lui-même reconnaît qu'il n'en a plus les moyens. Le préfet Carenco l'a dit dans un journal, un très grand journal à tirage le soir, comme on dit, il y a quelques mois, en disant on n'a plus les moyens. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'était le préfet de la région Île-de-France. Monsieur Devedjian puis monsieur Gaillot. L'État est tellement conscient des carences de la loi NOTRe que dans l'ordonnance qui institue le nouvel établissement, il a expressément prévu de lui confier la compétence aménagement que la loi NOTRe retire au département. Donc là, il l'a réinstallé. Parce que, vous savez, la loi NOTRe, vous savez quand même ce que c'est. C'est un amendement, s'agissant de la région parisienne,
hein, et de toute la région parisienne, de la métropole en particulier. La France a le record du monde des métropoles. Nous en avons 22 maintenant. 22 métropoles pour la France. Hein. Le record du monde des métropoles. Bien sûr, c'est les coquilles vides. Hein. Donc, la loi NOTRe concernant Paris, c'est un amendement déposé à minuit, examiné à 9h du matin le lendemain par la commission des lois, et de 50 pages. Un amendement gouvernemental de Mme Lebranchu de 50 pages qui règle tout. Voilà, règle tout. Hein? Monsieur Gaillot. Oui, je voudrais revenir. Effectivement, Patrick Devedjian a tout à fait raison. Dans l'ordonnance, il y a effectivement le fait qu'on accorde une exception à la règle générale en permettant au département d'avoir une compétence aménagement sur la défense, justement pour les raisons qui ont été expliquées auparavant, et notamment des raisons de surface financière, de surface budgétaire. Je voudrais simplement dire, moi, pour resituer un peu le débat sur pas forcément la métropole, mais le Grand Paris, que c'est vrai que le Grand Paris a besoin de la défense, et je dirais même la France a besoin de la défense, ça c'est clair, mais également la défense a besoin du Grand Paris. Donc on est dans un système qui est complémentaire, il n'est absolument pas concurrentiel. Par exemple, quand vous prenez Éole, qui va partir du Mantois et qui va aller jusqu'à Saint-Lazare, mais beaucoup plus jusqu'à Val-de-Fontenay, on a une véritable complémentarité entre les head office qui doivent vraisemblablement rester et demeurer et prospérer à la défense, et peut-être les middle office ou les back office qui peuvent effectivement, grâce à Éole, pouvoir se développer, par exemple, en Seine-Saint-Denis ou du côté de Pantin ou du côté du Val-de-Fontenay. On en voit déjà des premiers éléments. Et pourquoi pas demain du côté du Mantois. Je pense que Éole est quelque chose qui est né de toute la réflexion qu'on a eue sur le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est pas seulement le Grand Paris Express, mais aussi c'est la modernisation et l'extension des réseaux existants d'un point de vue infrastructure. Et le fait de retourner Éole vers l'ouest va ouvrir la défense sur l'ouest et va être, à mon avis, quelque chose de positif. Enfin, je termine en disant qu'il y a le CDG Express qui maintenant est sur les rails, si je puis m'exprimer ainsi, et qui devrait être quand même un plus énorme pour l'ensemble des zones d'activité et de la défense en particulier. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Il nous reste quelques minutes avant la pause, je vous en prie. Éole, la métropole met combien dans Éole? 0. Le département des Hauts-de-Seine, 200 millions. Le département des Yvelines, 150 millions. Et à part ça, on n'a pas la compétence aménagement. Je vais vous laisser conclure chacun, si vous voulez bien, avant qu'on aille, qu'on marque une pause qui sera courte d'ailleurs, parce qu'on va recommencer à 10h moins 5. Mais Monsieur Jarry, qu'est-ce que vous diriez pour conclure ce très riche échange? Non, mais je pense que cela dit, par rapport à la situation qu'il y avait dans ces dernières années, on vient de faire des pas intéressants concernant la réorganisation de la gouvernance sur la défense, parce que moi, j'étais très chaud partisan de l'idée qu'il y ait un seul établissement dans ce périmètre et que les collectivités territoriales reprennent la main réelle, hein, puisque évidemment il y avait une majorité d'élus au conseil d'administration de l'EPADESA, mais chacun sait que le directeur général était nommé par l'État, par le Premier ministre, voilà, ce qui fait qu'on était dans une ambiguïté qui, à mon avis, n'était plus nécessaire. Donc ça, il y a progrès. Maintenant, évidemment, la route n'est pas semée que de jolis cailloux blancs. Il y a des obstacles à franchir, il y a d'autres étapes à faire. Cela dit, bon, je pense qu'on est plutôt sur une voie plus intéressante que ce qu'on était aux débuts des années 2000, où on n'arrivait même pas à savoir quelle était la réalité des comptes de l'EHPAD, puisque je siégeais à l'époque déjà avec Patrick Devedjian. On ne savait même pas quelle était la réalité des comptes de l'EHPAD, et les 15 dernières années ont quand même permis d'y voir clair sur les comptes et en même temps sur l'état du patrimoine qu'il était nécessaire de rénover. Donc il y a quand même des points positifs, et donc je pense qu'on est capable collectivement d'en franchir d'autres encore. D'un mot, Monsieur Devedjian, à vous entendre, on n'a pas l'impression que le département va être supprimé dans quelques semaines par voie d'ordonnance.
Pour supprimer le département, il va falloir modifier la Constitution. Bonne chance. Merci. Monsieur Gaillot, Césari, vous voulez dire un mot pour conclure? Non, moi, le seul... Oui, enfin, je ne vais pas revenir sur les débats institutionnels. Moi, le seul point que je veux soulever, c'est la qualité du renouveau de la défense. Mais ce renouveau, il ne doit pas être statique. Il va falloir, ça a été dit, s'attaquer à une nouvelle phase pour éviter l'obsolescence. Et donc, si tous les indicateurs aujourd'hui sont plutôt favorables, il n'en demeure pas moins que c'est un travail de longue haleine et où il ne faut jamais baisser la garde. La défense, c'est quelque chose qu'on doit maintenir en permanence comme un objectif et pas comme un résultat. Très bien. C'est un quartier en bonne santé, Monsieur Gaillot, vous nous confirmez, les chiffres sont bons, très optimistes. Les prises de bail, etc., tout va bien. Je pense qu'on est dans une phase vraiment ascendante. D'abord parce qu'il va y avoir cette décentralisation. Donc on passe les clés aux collectivités territoriales qui ont envie d'en faire quelque chose. On est dans une conjoncture qui est positive. Vous l'avez vu, là, dans les 3-4 années, il va y avoir quand même... c'est quand même mieux d'aller vers le haut que vers le bas. Hein, donc c'est quand même plus facile pour faire des choses intéressantes. Il va y avoir de grands événements. EOL 2022, la ligne 15 2025, les JO, point d'interrogation. L'Arena, ça c'est clair, l'Arche qui vient de rouvrir, mais surtout les JO, le Brexit côté british, mais aussi du côté asiatique, à mon avis. Donc on est dans une phase, et le renouveau, et tout ce qu'il y a, et l'ouverture, ce qu'on a dit, l'ouverture vers les autres collectivités, de faire en sorte que ce ne soit plus un Gibraltar à l'intérieur du département des Hauts-de-Seine. Et puis aussi le fait d'avoir une vue en écosystème et que la défense se construise. Mais ça, je crois que c'est dans l'intention du président de le construire avec tous les acteurs, que ce soit les grands comptes, les investisseurs, les promoteurs, les étudiants. Enfin, il y a quelque chose à construire. Et donc, on est dans cette phase-là qui est très, très intéressante et très prometteuse. Très bien. Et on en parle dans 10 minutes. Merci beaucoup à tous les quatre.